Bonjour à tous. Ça me fait vraiment plaisir d'être là avec vous. Pour moi, c'est toujours un gros plaisir être à Liège et revoir des amis et des collègues envers lesquels j'ai beaucoup d'estime, beaucoup d'admiration scientifique. Moi, je crois beaucoup à la sémiotique belge, ou bien à une façon de faire de la sémiotique qui s'est installée en Belgique et qui prolonge la tradition belge de sémiotique. Et je crois d'autant plus dans l'alliance Brésil-Belge et Belge et Brésil. Voilà. Je dois vous présenter un travail que pour moi c'est un travail très important parce que finalement je crois après quelques années d'études de l'histoire de la sémiotique être arrivé sur le point de pouvoir avancer des hypothèses de formalisation d'une histoire de la sémiotique, d'une manière d'envisager l'histoire de la sémiotique, avec des méthodes historiographiques un peu plus précises que ceux qu'on a utilisé davantage les dernières années. Le titre de mon exposé, c'est Typologie en histoire de la sémiotique entre chroniqueurs et bricoleurs. Là, je reprends une tradition un peu à la floche de trouver des appellations, des dénominations un peu partout en termes de pratiques ou bien en termes d'acteurs, des acteurs de la science ou du quotidien et de les opposer pour donner une couleur figurative aux propos. Et je commence parce que j'aime beaucoup les épigraphes. Par une épigraphe que j'ai piquée à Sylvain Auroux, que c'est, entre parenthèses, pour définir son propre statut historique, on n'est jamais si bien servi que par soi-même. Et après, Claude Zilberberg, pour ordonner une profusion, il convient d'avancer une règle d'évaluation. Le début de l'histoire contemporaine des idées linguistiques et de l'historiographie linguistique remonte aux années 70, avec l'apparition de revues telles que Historiographia Linguistica en 74 à Amsterdam et Histoire, Épistémologie, Langage qui remonte à 79 à Saint-Denis. Le projet Histoire des idées linguistiques, dirigé par Sylvain Auroux, a été initié en 1982, selon les propres Auroux, par une suggestion de Michel Mayer. Ce projet fera apparaître 3 importants volumes sur ce thème. Le premier en 1989, le second en 1992 et le troisième en 2000. Du point de vue de la période concernée, ce troisième et dernier volume s'arrête aux années 30. Quoique le travail dirigé par Sylvain Auroux ne soit pas le seul à avoir contribué à l'histoire de la linguistique, ce travail reste un repère pour ceux qui s'intéressent à l'historiographie linguistique, car il présente des propositions méthodologiques toujours très actuelles. Première proposition. Malgré le titre du projet d'histoire des idées linguistiques, la préférence du terme des sciences du langage que du terme proprement d'idées linguistiques pour rassembler les courants qui sont en cause dans les sciences du langage. Deuxième point, le soin de la conciliation du passé et de l'avenir. Troisième point, une conception de méthode qui ne se contente pas des définitions préalables et qui se prête à l'appréhension interne et externe des savoirs construits. L'historiographie des sciences du langage s'est ainsi imposée comme un projet de révision de la tradition, dans la mesure qu'elle peut nous aider à déconstruire quelques mythes solidement implantés dans les divers courants méthodologiques du champ scientifique. Malheureusement, ces efforts de construction et de compréhension des sciences du langage ont ignoré les théories contemporaines du discours, la sémiologie et la sémiotique d'origine grémacienne, par exemple. Dans le domaine de l'historiographie linguistique, au sens strict, l'intérêt des chercheurs porte exclusivement sur les unités au-dessous du niveau de la phrase. Ce sont la phonologie, la morphologie, à la limite la syntaxe, notamment cette dernière, qui intéresse à ces historiens de la langue et de la linguistique, qui ont pour objet privilégier les théories grammaticales,
dans leurs aspects de formalisation et de description. Cette exclusion de la pensée, entre guillemets, de la pensée discursive ou sémiotique de l'historiographie linguistique peut être considérée comme une omission naturelle, car les pionniers de l'historiographie linguistique, c'étaient des linguistes. Ils n'auraient pas pourquoi chercher à élargir son champ en principe d'intérêt à des sujets qu'ils ne connaissaient pas ou qui ne les concernaient pas. Néanmoins, cette omission dite naturelle, toujours entre guillemets, nous révèle une conception de la linguistique qui est une conception fort disciplinaire, voire séquitaire, vu son refus à intégrer à ses intérêts les problèmes sémantiques et en sens plus large les questions qui ont affaire au discours et à la signification des autres langages. Si l'on considère les choses selon cette optique, l'exclusion dont on parle se présente comme un choix délibéré qui, à la limite, cherche à effacer une contribution importante de la linguistique au XXe siècle, c'est-à-dire les réflexions de base linguistique qui ont donné origine à des propositions de type discursif et sémiotique. Le cas du troisième tome d'Histoire des idées linguistiques, dirigé par Sylvain Roux, en 2000, est exemplaire à ce sujet. La sémantique, la pragmatique y reçoivent une attention assez modeste. Pour la sémiotique, les choses ne se passent pas différemment. Le chapitre intitulé « L'ordre des signes » a une première section nommée « La sémiotique », écrite par Eschenbach, spécialiste de Charles Morris, qui cite abondamment du Peirce et dédie une demi-page à Ferdinand de Saussure. Or, on comprend très bien le fait que les années 30 ont été choisies comme limite temporelle pour ce tome de l'ouvrage, mais il nous semble que le choix de l'auteur de la section et l'omission complète par rapport au déploiement des idées de Saussure ne sont pas gratuits. C'est le critère déterminant et temporel Bakhtin, qui dialogue théoriquement avec Saussure, plutôt Voloshinov, comme on sait aujourd'hui, un contrepoint avec Saussure, le dialogue Bakhtin et Voloshinov, un contrepoint avec Saussure, il devrait figurer dans le volume, sinon dans la section sur la sémiotique, au moins sur une section entièrement dédiée à sa pensée linguistique. Même si l'on reste admirateur des démarches de Sylvain Roux, ce sont vraiment des travaux très importants qu'il a fait et de ses collaborateurs, cela ne nous empêche de regretter leur omission et notamment de vouloir les surmonter, leur faire face en quelque sorte. Et il est assez évident que si les sémioticiens ne font pas l'histoire de sa discipline, il ne faut pas attendre quelqu'un d'autre que le fasse. À ce sujet, c'est inévitable de rappeler le premier épigraphe de cet exposé, de la plume de Sylvain Roux. Entre guillemets, pour définir son propre statut, je me répète, on n'est jamais si bien servi que par soi-même. Dans un certain sens, quand on travaille dans un champ comme celui de la sémiotique, on n'a finalement pas tort de penser que nous sommes tous plus ou moins historiographes, vu notre nécessité de faire le tri des sources, d'organiser et expliciter les définitions qui balisent notre pensée et surtout de nous positionner à l'égard de la tradition. On pourrait y ajouter, selon le contexte, notre besoin presque instinctif de se justifier et de démontrer la pertinence de l'approche sémiotique vis-à-vis des autres sciences. Cela nous amène à nous approprier l'histoire de la théorie en y mettant parfois nos propres couleurs. Certes, il y a des sémioticiens qui n'ont aucun intérêt à expliciter ce choix théorique et à faire des justifications. Il y en a même beaucoup. Ce type de sémioticiens s'éloge confortablement au sein de la sémiotique pour créer ces modèles et propositions sans penser que ces silences sont d'autant plus significatifs que sa manière de pratiquer la théorie. L'activité des historiographes un peu distraits que nous sommes ne comporte pas donc seulement des projets intentionnels, des projets à caractère consciemment historiographique. Cela nous autorise à supposer que la pensée historiographique est propre à la pensée scientifique, notamment chez les sciences humaines, mais pas que chez les sciences humaines, où la notion de progrès semble toujours à construire, comme disait Greimas.
Il est difficile de projeter un regard d'ensemble sur la production historiographique concernant la sémiotique grémassienne. Le plus souvent, sauf par les efforts de notre collègue Thomas Boden, sémio-historien exigeant, l'historiographie chez les grémassiens ne relève pas d'un projet précis par rapport à la méthodologie historiographique. D'une manière générale, on a connu deux sortes d'approches historiographiques ou bien des styles pratiques. Les approches basées sur la mémoire, c'est-à-dire sur les chroniques de la théorie dans ses aspects scientifiques, associatifs et institutionnels, dont Sémiotique, l'école de Paris, des Coquet, et Histoire de la sémiotique d'Aneno, sont les exemples les plus connus. Le livre d'Aneno, c'est de la collection Que sais-je, la sémiotique. Et des approches basées sur des problématiques théoriques qui traversent, qui concernent la sémiotique, dont nous pourrions citer au premier moment la première partie de Raison et poétique du sens de 88 des Huberder, dans laquelle il mène une enquête approfondie sur le structuralisme, ou encore le préambule d'Aneno à Atelier de sémiotique visuelle. La première approche, que l'on pourrait appeler mémorialiste ou chroniqueuse, s'oriente essentiellement par la diachronie des faits théoriques, en essayant de montrer leur correspondance, continuité et discontinuité par rapport à la grande scène d'une époque, sous la forme d'un roman d'idées ou bien d'une dramaturgie épistémologique, pour utiliser une très belle expression de Jean-Claude Chevalier. Cette approche est souvent linéaire dans sa manière d'aborder les faits théoriques, car elle s'appuie peut-être pour donner de la cohérence à l'histoire racontée sur les acteurs de la science et sur les mouvements auxquels ils ont pris part. Selon quelques chroniqueurs, apparemment Saussure, de fait, engendre Hjelmslev, qui engendre Grémas, et ainsi de suite. La deuxième approche, que l'on pourrait appeler critique ou bricoleuse, ne rejette pas la diachronie. Nous sommes toujours dans le terrain de l'histoire, mais s'en sert autrement. La diachronie y saisie n'est pas celle des occurrences, des faits théoriques, que selon les dates qui recouvrent les publications et les événements importants se sont succédés dans le temps, mais bien celle que s'est convertie rapidement en synchronie. L'historiographe surmonte les contraintes temporelles et fait système, lui, avec les faits théoriques. Selon les bricolaires, Hjelmslev peut créer Saussure, Grémas peut créer Hjelmslev. Comme l'a déjà dit Parette, à propos de l'historiographie conçue par Zuberber, la sémiotique est une identité dynamique et son désir s'identifie à un retour à ses fondements, à ses origines, en dialectisant l'apport des fondateurs et des continuateurs. Hjelmslev, fondateur du fondateur Saussure, Grémas, fondateur de Hjelmslev. Cette caractérisation polarisée de deux approches mentionnées nous sert à esquisser les grandes lignes du travail historiographique en sémiotique et ne consiste pas en un regard moral, bien que nous soyons convaincus que les deux approches se prêtent aux mêmes usages. Que les deux approches ne se prêtent pas aux mêmes usages, même s'ils ont chacun sa place dans la construction de l'histoire de la sémiotique. Il faut imaginer, bien sûr, qu'il y a d'autres manières de concevoir la visée historiographique en sémiotique, des manières qui exploitent différemment les deux approches décrites précédemment. Prenons par exemple le texte de la préface d'Eric Landowski de 2005 pour la traduction lituanienne de sémantique structurale de Grémas. Dans ce texte, Landowski présentera au lecteur avisé les projets sémiotiques de sémantique structurale au fur et à mesure que lui-même va se situer au sein de ces projets et va définir les grandes lignes évolutives de la sémiotique. Dit Landowski. Sémantique structurale, le premier livre de Grémas, est depuis longtemps en sémiotique un classique, sorte de monument vénérable qu'on se contente le plus souvent de saluer de loin, plutôt qu'on ne le lit. De fait, compte rendu des travaux ultérieurs de l'auteur, et plus largement des développements que la discipline a connus après sa mort, survenu en 1992,
y a-t-il encore vraiment lieu de lire ce texte réputé difficile et qui nous ramène plus de 40 ans en arrière? À notre sens, oui, sans aucun doute, car les potentialités de la sémiotique issue de Greimas, aussi bien que les difficultés qui lui sont inhérentes, restent en grande partie jusqu'aujourd'hui liées aux principales options théoriques autour desquelles s'articule cet ouvrage fondateur. Choix en faveur d'un modèle génératif, rabattement de la problématique de la signification sur une grammaire de la narrativité, place essentielle attribuée à la perception comme fondament de l'appréhension de la signification. Après cette introduction de véritable bricolaire, Landowski va fragmenter, il va disperser d'un point de vue actentiel, l'identité de Greimas, en le divisant en 3 voire 5 Greimas différents. Le Greimas sémioticien, le Greimas sémanticien, le Greimas phénoménologue. Les Greimas lexicologues et les chroniqueurs que Landowski commente en note de bas de page, ils sont laissés de côté. Chaque Greimas équivaut, selon le provocateur auteur de Passion sans nom, à des familles, là je cite Landowski, à des familles d'esprit bien différentes et même dans une large mesure rivale. Il y a toujours dans les textes théoriques, ça c'est très intéressant quand on étudie le niveau rhétorique de ce texte-là, toute une histoire de famille. Et chez les Greimassiens, ça arrive très très souvent. Donc il y a le héros, c'est Greimas, si on a de la chance, et après il y a le vilain, le traître, le vilain, et c'est toujours une affaire de prendre position et de dire plus ou moins élégamment qu'on est proche du héros ou qu'on est nous-mêmes le héros. Landowski donnera en note de bas de page les noms des auteurs et des ouvrages appartenant à ces familles. La première est Solitaire, famille, regroupe Rastier. La deuxième, Fontagny et Zilberberg. Et la troisième, finalement, Floch, Geninaska et Landowski lui-même. Cette manière d'incarner figurativement les problématiques en différents acteurs de la théorie transforme le bricolaire en une sorte de mémorialiste. En revanche, le projet du mémorialiste n'est pas un projet de pure et simple construction, mais plutôt de reconstruction critique de l'histoire. Parmi les qualités de sémantique structurale, celle qui est finalement la plus prometteuse parce que liée aux besoins de notre époque et au troisième et dernier Greimas est celle à laquelle Landowski lui-même a choisi de s'attacher. Un autre propos historiquement qui semble défier les deux approches ici proposées est celui de l'article Sémiotique et langage, une présentation historico-épistémologique de Semir Badir, publié dans l'ouvrage collectif Espace théorique du langage de 2013, dirigé par Claudine Normand, par Normand et Sophia. D'abord, le choix de l'adjectif historico-épistémologique ne laisse pas indifférents ceux qui s'intéressent à l'historiographie de la sémiotique, car c'est précisément sur une démarche historico-épistémologique qui repose les intérêts de l'historiographie. Le texte de Semir Badir commence par une problématique, le rapport de la sémiotique avec le langage conçu notamment chez Janslev. Comme chez Janslev. Cette affirmation donne suite à une discussion sur la place que la sémiotique peut occuper dans la société selon les différentes définitions de langage. Et voilà que Badir avance cette hypothèse. Je le cite. La sémiotique a vu le jour pour répondre à une demande sociale, celle d'étudier la communication de masse. Et un peu plus en avant, en ce sens, la sémiotique est l'anticipation des cultural studies qui se diffusent à partir des années 70. Cette dernière affirmation est faite après la constatation que, quoique les études des sémiotiques soient engagées dans
l'étude de la communication, c'est une sensibilité et des enjeux propres à la critique littéraire qui s'y déploient. Badir nous a présenté d'abord une définition assez formelle du langage et de la sémiotique du langage selon Yomslev. Quelques lignes après, il avance une proposition tellement pointue qu'il nous oblige à nous demander de quelle sémiotique il parle finalement. En effet, la sémiologie des années 60 a à faire la communication de masse. Mais dans quelle mesure cette même sémiologie peut être identifiée au projet sémiotique? Quand Badir affirme que la sémiotique a vu le jour pour répondre à une demande sociale, de quelle sémiotique parle-t-il? D'après nos propositions, l'approche choisie par Badir est celle du bricoleur, mais d'un bricoleur qui excelle tellement dans l'art de l'épistémologie qu'il n'a pas le souci d'expliciter le cheminement de sa pensée. Chez Landowski et chez Badir, nous sommes sur le terrain de l'historiographie, mais d'une historiographie intuitive. Et dans ces cas-là, ces mots intuitifs, pour moi, c'est un peu marrant. Je dois m'expliquer. Dans une conversation avec Jacques, il y a 2 ou 3 ans, Jacques m'a donné un mot que je trouve que c'est très bien pour discuter les problèmes méthodologiques concernant l'historiographie. C'est le terme de historiographie sauvage, au sens même de la pensée sauvage. Donc c'est là qui est né pour moi cette conception des bricolages. Parce que c'est de la dévoration, c'est un peu un acte anthropophage. Et là, on va se servir de ce qu'on trouve naturellement, mais on va faire le tri et on va prendre position par rapport au champ scientifique général et on va essayer de rendre plus dense, plus consistant et avec des bornes plus explicites notre propre champ théorique. Là, je reviens à quelques lignes avant. Chez Landowski et chez Badir, nous sommes toujours sur le terrain de l'historiographie, mais d'une historiographie intuitive dont les principes méthodologiques ne sont pas donnés d'abord. La tâche de reconstituer les motivations et les finalités qui sont réellement en cause, au-delà de celles qui sont clairement affichées, incombe au lecteur. L'historiographie de la sémiotique doit utiliser les résultats et les points de vue développés par l'historiographie linguistique dans les dernières 30 ou 40 années. Cette transposition de savoir-faire respecterait forcément les contraintes qui sont propres à la pensée sémiotique. Un tel projet historiographique d'inspiration sémiotique devrait prendre en charge quelques aspects qui nous semblent non négligeables, à savoir, premier aspect, la nature discursive du faire historiographique. Le sémioticien se contentera-t-il d'aborder l'histoire de la discipline au travers le regard de l'historien, ou bien va-t-il chercher à y introduire des principes sémiotiques d'analyse qui pourront cohabiter plus ou moins tranquillement avec la méthode historiographique? S'il en est le cas, on peut imaginer que le sémioticien traitera le récit historique, son texte et ses pratiques comme une sémiotique objet complexe. Deuxième aspect, le dépassement de la dualité interne et externe, c'est-à-dire texte-contexte, dans l'analyse des faits théoriques. L'historiographie linguistique défend souvent la dominance d'une approche externaliste, contextuelle, qui cherche à expliquer la naissance d'un concept linguistique au sein d'un système culturel, socio-économique, religieux, etc. Si on pense par exemple aux travaux de Konrad Körner, on voit bien qu'en termes des classements pour les projets méthodologiques, il va choisir le principe d'immanence. C'est pas comme l'immanence chez nous, naturellement, mais l'immanence, c'est la théorie. Après, un principe qui c'est un principe tout à fait externaliste, qu'on peut identifier par exemple un principe contextuel, ou bien il nous dit le climat d'opinion, c'est un peu le Zeitgeist dans lequel les théories fleurissent. Et après, il va choisir le principe d'adéquation. C'est un peu ces allers et ces retours entre le passé et l'avenir.
conceptuelle. Non? Et là, on voit clairement que Kern a vraiment un plaisir, et ça c'est clair, de nous indiquer quels sont les éléments extra-théoriques qui vont contrôler les éléments théoriques. C'est vraiment un défi. Hein. On a vu par exemple chez Thomas Browning, au début de cette journée, comment les choses se passent. Donc il y a une complexité culturelle en termes de langues et des buts et des projets scientifiques. Il y a la pratique de la traduction et après une multiplicité des points de vue. Au moment qu'on passe du niveau théorique au niveau extra-théorique, les choses sont plus intéressantes mais plus difficiles à expliquer aussi. Et là, je continue. Je vous parlais de l'historiographie linguistique qui défend souvent la dominance de l'approche externaliste sur le concept, alors que l'approche internaliste textuelle reste comme un moyen préliminaire et limité de saisir le concept. La sémiotique contemporaine, dans la mesure où elle intègre à la sémiosis tous les aspects dits internes et externes, et étant la sémiosis elle-même intégrée à la culture, peut défaire cette fausse dualité qui hante l'historiographie. Troisième aspect, ce sont des aspects clairement d'une historiographie sémiotique, ou d'une historiographie inspirée de quelques aspects très simples de la sémiotique, des acquis très simples de la sémiotique. Troisième aspect, la définition même de fait théorique et sa dynamique à l'intérieur d'une culture ou d'un champ de présence scientifique. On pourrait décrire les faits théoriques selon un point de vue diachronique ou synchronique, par exemple. On pourrait les classer comme relevant du mélange ou du tri. On pourrait esquisser sa dimension actentielle dans l'économie générale du récit théorique. On pourrait les analyser comme des grandeurs qui surgissent et disparaissent dans la sémiosphère scientifique. Il y a des concepts qui ont une présence plus ou moins dense dans un champ de présence déterminé. Et pour moi, le fait théorique, il doit connaître de nos jours les mêmes traitements que le fait linguistique a connu à partir de Ferdinand Saussure, par exemple. Parce qu'il faut, d'une façon ou d'autre, développer une sorte de socio, quelque chose, pas socio-sémiotique, mais des disciplines sociaux pour nous expliquer comment se succèdent les différents concepts, les différents modèles d'analyse. Parce que le plus souvent, on va comprendre les modèles d'analyse comme des modèles transparents, qui sont tombés du ciel, ou des modèles qui dépendent un peu de notre énergie ou de notre érudition particulière. Mais là, pour moi, c'est très très important au niveau d'un projet d'histoire de la sémiotique qu'on soit vraiment rigoureux en ce qui concerne les racines extra-théoriques et notamment les phénomènes de densité ou plutôt des fréquences des concepts. Parce que quand on jette un regard sur les pratiques sémiotiques au sens plus banal, sur la pratique de la sémiotique plutôt que des pratiques sémiotiques, on se rend compte qu'il y a des sémioticiens qui emploient toujours les mêmes stratégies d'analyse. Il y a des sémioticiens qui ont vraiment un goût d'un concept. Là, je te cite, parce qu'on est entre collègues et amis. Toi, tu as donné de la force au concept de focalisation. On peut trouver les racines de ces concepts dans les travaux de Fontanier. Mais Diderot, dans toutes les analyses de l'image, va trouver une place pour la focalisation et va nous proposer une typologie, etc. Donc, c'est quelque chose d'intéressant, très intéressant de repérer. Parce que